Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous économique avec Francis Gosselin. Salut Francis. Bonjour Marie-Ève. On commence avec cet autre coup dur chez Lion Électrique après 2 vagues de coupures de poste en février, en avril dernier. Le constructeur québécois de camions et d'autobus électriques annonce aujourd'hui qu'il supprime 300 postes de plus, qu'il veulent supprimer 300 postes de plus au Canada et aux États-Unis. Ça, c'est 30 de ses effectifs. Oui, 30 par rapport aux chiffres qu'il y avait hier, mais par rapport au sommet, là, on est presque à pas tout à fait la moitié, là, mais c'est vraiment dramatique là, comme diminution des effectifs depuis 1 an. On voit bien là, que l'entreprise elle se débat là, presque comme une organisation qui se noie actuellement. Et donc là, d'apprendre ça aujourd'hui, c'est vraiment pas un bon signe là, pour la continuité des affaires de ce manufacturier-là. Dans cette annonce-là, l'entreprise parle de licenciement temporaire en majorité, mais en même temps, on nous dit qu'on pourrait réaliser des économies annualisées de 25 millions de dollars si les employés temporairement licenciés ne sont pas réembauchés. Qu'est-ce que tu lis à travers ça? Est-ce que les licenciements, finalement, risquent d'être permanents? Bien, honnêtement, j'ai lu les mêmes informations là, que toi ce matin. C'est une façon de l'exprimer, là, mais de manière générale, quand on voit des entreprises comme Lion Électrique qui cherchent à développer un nouveau produit, on sait que c'est difficile, que ça requiert beaucoup de capitaux. Il faut donc construire tranquillement de plus en plus d'unités. Le problème qu'on voit chez Lion Électrique, c'est que non seulement ils font des pertes énormes trimestre après trimestre, mais par rapport à l'année dernière, ils ont vendu ou en fait acheminer moins de véhicules. Donc là, il n'y a même pas le nombre d'unités là, qui est croissant. Donc, tout est à la baisse. Ça sent vraiment la fin là, pour cette organisation-là. Ils disent qu'ils vont réembaucher ces gens-là, mais je comprends pas comment miraculeusement, avec presque la moitié de l'effectif qu'on avait il y a 1 an, on va réussir à produire plus de camions, plus d'autobus. Là, il y a comme une contradiction dans les termes. Donc là, évidemment, ils veulent ménager la chèvre et le chou. Il y a énormément d'argent public qui a été injecté là-dedans. Donc, il faut voir là, si c'est pas plutôt une opération de communication à laquelle on a eu droit aujourd'hui que véritablement une nouvelle de nature économique. Là. Ça sent vraiment la fin pour Lion Électrique, malheureusement. Et justement, tout cet argent public qui a été investi, on voyait cette entreprise-là comme tellement prometteuse dans un domaine de l'avenir, l'électrification du transport. Comment on s'explique que finalement, elle vive une telle chute libre? C'est un domaine qui est excessivement difficile. Puis là-dessus, là, je lève mon chapeau aux entrepreneurs qui ont tenté l'aventure. Là. Je ne suis pas vraiment dans la condamnation. Au contraire, là, c'est une entreprise qui mérite d'exister. Je pense que c'est un besoin qui existe. On a vu d'autres manufacturiers se lancer à l'assaut là, du bus électrique un peu plus tard, peut-être en attendant que la technologie soit plus mature. Je suis persuadé que la présence de Lion en a inspiré plusieurs, justement, à se lancer dans cette course-là. Mais comme je l'expliquais, c'est excessivement compliqué. On a vu à l'époque Tesla qui perdait de mémoire des milliards de dollars chaque année. Et puis bon, après plusieurs années de pertes, ils ont réussi enfin à survivre. Tesla, M. Musk, les poches un petit peu plus profondes, la Californie en termes de capital de... C'est ça, c'est pas la même situation. Puis je veux pas... Je pense pas qu'il faille nécessairement en remettre beaucoup, mais c'est pas le même environnement financier qu'on a au Québec. C'est certain que si on était prêt à remettre 100 millions par année là-dedans, éventuellement, je devine que ça deviendrait peut-être profitable, mais c'est là peut-être les limites de la patience des contribuables québécois et des financiers aussi là, qui soutiennent cette aventure-là. Il y a aussi de l'argent privé là, qui a été pas mal injecté dans Lion. Donc, comme je dis, c'est pas fini, mais je vois mal comment on se redresse là, d'une série de mauvaises nouvelles comme celle qu'on a eue dans la dernière année et demie. Autre sujet, ça a été abordé dans un article de Radio-Canada aujourd'hui. Ça a piqué ma curiosité. On parle des rabais aux aînés parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se questionnent sur l'utilité de ces réductions-là. Les personnes âgées ne sont plus nécessairement les plus touchées par la pauvreté.
Non, effectivement, on observe même qu'il y a moins de personnes âgées en situation de pauvreté que dans la population générale. Donc, c'est un peu particulier de leur offrir tous ces rabais. Après, je veux pas me faire des ennemis là, parmi les aînés de notre société. Il y a aussi le fait que, bon, je le raconte souvent de manière anecdotique, mais quand j'étais petit, ma grand-mère avait 65 ans. C'était une très vieille dame. Aujourd'hui, des gens de 65 ans, j'en connais qui courent des marathons. 65 ans, ça n'a plus la même signification que ça a eu il y a une génération ou deux. Donc, ultimement, c'est un âge, là, je comprends, où typiquement, on est définitivement à la retraite ou peut-être qu'on gagne un peu moins d'argent à toutes les 2 semaines. Donc, souvent, effectivement, certains marchands, certains établissements publics souhaitent offrir un rabais là, ou un prix avantageux. Mais il y a quelque chose, paradoxalement, d'un peu injuste là-dedans. Et donc, là, il faut se questionner si c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Chaque entreprise a le loisir d'offrir les rabais qu'il veut, mais quand ça vient à la question, par exemple, de la gratuité du transport public, c'est une question qui peut se poser, là, Marie-Ève. Puis encore une fois, je sens que je vais me faire lancer des tomates, là, mais effectivement, il y a une petite injustice sociale là, dans cette stratégie-là. Les chiffres le montrent de Statistique Canada que maintenant, chez les adultes sous 65 ans, il y a un plus haut taux de pauvreté. Ça, c'est notamment dû à la hausse du coût de la vie, la difficulté d'accès à la propriété, la hausse du coût des loyers, aussi des parents qui sont aux prises sans place en garderie subventionnée. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette tendance. Oui, effectivement. Puis c'est là où, encore une fois, souvent, je nie pas qu'il y a de la pauvreté parmi les personnes plus âgées, mais c'est peut-être justement d'adapter les mesures qu'on a mises en place ces dernières années pour ces publics-là précisément. Parce qu'au contraire, ce qu'on observe dans la population générale, c'est que les personnes plus âgées, leur maison est payée. Souvent, ils ont moins de dépenses aussi par ailleurs. Donc, c'est souvent la valeur nette là, des individus. Notre richesse, elle est souvent maximale à 65 ans et pas à 28. Alors, d'avoir cette politique, en fait, si on veut, où finalement on donne des avantages importants en termes de tarification à des gens qui sont millionnaires, pour le dire comme ça, c'est un peu particulier. Mais après, encore une fois, politiquement, d'enlever ces privilèges-là aux membres de la FADOC, c'est peut-être un peu risqué, Marie-Ève. C'est là où on est en terrain glissant, évidemment. On veut pas que les aînés évacuent nos commerces, donc on regarde les rabais d'âge d'or. C'est quand même, il y a matière à réflexion. Francis Gosselin, merci d'avoir été avec nous.